Est-ce que le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère est un absolutisme? Absolutisme ou totalitarisme? Alors, sur cette question et pour creuser cette distinction, Jacques Ellul a proposé de distinguer l'absolutisme et le totalitarisme dans un article Absolutisme, intitulé Absolutisme, que on peut trouver dans l'Encyclopædia Universalis, Absolutisme, les 4 caractères de l'absolutisme. Jacques Ellul proposait de distinguer 3 catégories d'absolutisme. Premièrement, l'absolutisme juridique de l'État illimité, selon Le Bret. Deuxièmement, l'absolutisme pragmatique de Richelieu. Troisièmement, l'absolutisme théologique de Bossuet. Il s'agissait, dit-il, on l'a vu, beaucoup moins de l'idée de l'État que d'une certaine pratique de la relation entre le pouvoir et le corps social qui se traduit en doctrine et en institution. Ce n'est pas pour rien que les principaux interprètes de l'absolutisme ont été des hommes d'État, y compris Frédéric II et Le Bret, qui appartient au Conseil d'État. Fin de citation, vous trouvez ça dans l'article que je citais, Absolutisme, donc Absolutisme, les 4 caractères de l'absolutisme dans l'Encyclopædia Universalis. Mais chez Bodin, chez Hobbes ou même chez Bossuet, l'absolutisme était sans expérience du pouvoir. On peut alors se demander s'il n'est pas permis de considérer comme originalité du socialisme à caractéristiques chinoises le fait qu'il s'appuie à la fois sur une théorisation de l'absolutisme en même temps que sur une pratique. Les 2 efforts, théoriques et pratiques, faisant fond sur un patrimoine d'expériences et de textes désormais conséquents. D'un côté, 100 ans d'existence pour le Parti communiste, de 1921 à 2021, plus de 100 ans, dont 70 ans aux commandes tout de même, de 1949 à 2019, ça fait plus de 70 ans, et de l'autre côté, à minima, une théorisation post-bodinienne, disons, de l'absolutisme ou de la souveraineté qui a maintenant près de 5 siècles. Alors, en attendant de voir quel sens Althusser donne à l'adjectif absolu qu'il emploie dans sa conférence sur la dictature du prolétariat à Barcelone, on y reviendra plus bas, pour souligner lui aussi la prétention totalisante, et non pas totalitaire évidemment, la prétention totalisante essentielle à tout projet communiste, il conviendrait de redéfinir à partir du contexte chinois contemporain les 4 caractéristiques de l'absolutisme listées par Jacques Ellul, afin de les nuancer ou de les ajuster aux besoins de notre propos, en faisant remarquer d'emblée qu'elles sont muettes sur ces 2 caractéristiques essentielles de l'absolutisme à la chinoise, à savoir 1. L'exigence d'intégralité, c'est-à-dire le principe d'une architecture totalisante, et d'autre part, son intention absolument démocratique. Selon Jacques Ellul, les 4 caractéristiques de l'absolutisme sont les suivantes. 1. D'abord, le pouvoir est sans limite et se fonde de lui-même. 2. Le bien est la vérité connue du prince, qui est prescripteur de normalité. 3. Le pouvoir est invariable et sans contestation possible. Et 4èmement, il a une forme, mais qui importe peu, et des moyens, mais qui sont sous-proportionnés aux fins. Alors, est-ce que ces caractéristiques s'appliquent au contexte socialiste chinois? Les 2 thèses elluliennes d'un droit, je cite, qui ne se différencie pas, du moins théoriquement, de la volonté du prince et d'une absence de limite qui exprime l'identification entre le souverain et l'État, je cite donc Jacques Ellul, sont soutenus par un argumentaire invoquant le concept d'une autorité transcendante, Dieu, dont le roi est, dans le modèle absolutiste, défini comme le lieutenant sur terre. La théorisation ellulienne est circonscrite au contexte de l'époque classique, mais elle peut être transposée. Le pouvoir prétend reposer sur un absolu, dit Jacques Ellul, il se fonde sur une valeur absolue, Dieu. Et nous avons vu que dans l'absolutisme, dit Jacques Ellul, le fondement théologique met en définitive Dieu au service du pouvoir. Fin de citation. En contexte socialiste,
c'est la référence au peuple ou à l'intérêt du peuple qui tient la place de ce principe supérieur de légitimation. Un principe immanent de légitimation, pourrait-on dire, remplace l'ancien principe transcendant, le peuple à la place de Dieu. Cependant, il ne semble pas que nous soyons obligés de voir dans cette substitution une laïcisation ou une sécularisation de la politique qui serait comme l'équivalent chinois d'un désenchantement du monde. Le peuple, et plus exactement la satisfaction de ses intérêts, tenait déjà un rôle essentiel dans les doctrines politiques chinoises prédynastiques et impériales. Vous voyez dans le légisme, par exemple, alors dans le légisme en particulier, ou même avant dans la doctrine du Tianxia, dont nous reparlerons, où l'ordre politique, ou la paix qui les couronnait, était interprété comme l'expression visible d'un dessein invisible du ciel, comme la manifestation, je cite l'expression chinoise, du Tianming, c'est-à-dire du mandat céleste. Le retour des innombrables références à ces textes anciens dans les discours de Xi Jinping abonde dans le sens ellulien d'un pouvoir sans limite qui se fonde de lui-même, selon l'expression de Jacques Ellul, dans la mesure où, en Chine socialiste, aucune institution n'est prévue pour limiter ou arrêter le pouvoir du parti, qui est justifié dans le contexte chinois par la seule réalisation des objectifs centenaires qu'il s'est fixés. Du reste, lorsqu'il justifie les deuxième et troisième caractéristiques de l'absolutisme, Jacques Ellul souligne la prétention au monopole de la vérité. Et, je le cite, dans cette mesure, il ne peut y avoir aucune opposition ni aucune discussion. Rien ne peut se justifier en face de lui qui soit justifié à élever une contestation. Il ne peut y avoir de mise en question intrinsèque, etc. Jacques Ellul insiste beaucoup sur ce point. En contexte socialiste, c'est l'intérêt fondamental de la grande majorité du peuple, Zui Guanta Renmin de Ganbengli, selon l'expression chinoise. C'est cet intérêt fondamental de la grande majorité du peuple qui remplit cette fonction d'un critère de vérité. C'est là qu'est le critère du bien absolu. Ce critère constitue donc bien un absolu. Toutefois, ce rapport à l'absolu posé comme axiome indiscutable n'implique pas n'importe quelle forme de censure sur les oppositions ou contestations concernant l'interprétation de son sens ou les moyens d'y satisfaire, mais permet au contraire et encourage même la discussion, quoique sous certaines conditions précises, ou pour le dire autrement, et comme on l'examinera en détail plus bas, l'absolutisme chinois n'est pas l'ennemi de la liberté de penser. L'expression ellulienne selon laquelle il ne peut y avoir aucune mise en question est inadéquate au contexte socialiste, ou plutôt incomplète, car le parti n'est pas une coterie. Lénine avait déjà affirmé que l'État ni le parti ne doivent être le pouvoir organisé d'une classe pour l'oppression d'une autre, je cite, ni une immense organisation bureaucratique et militaire, ou encore un corps parasite et violent selon les expressions employées par Karl Marx, par exemple dans le 18 brumaire de Napoléon Bonaparte, ou Lénine dans l'État et la Révolution. La dérive totalitaire n'est donc pas un risque négligeable. Des risques de dysfonctionnement interne peuvent empêcher le parti de remplir sa mission, et c'est la raison pour laquelle, loin d'empêcher toute discussion, il se soumet à une remise en question permanente. Il ne peut remplir sa fonction qu'en s'auto-critiquant et en s'auto-contrôlant lui-même en permanence. Et c'est la raison pour laquelle l'auto-révolution, l'auto-contestation, la discussion et la condamnation des 4 vices, pour parler comme Xi Jinping, de ces cadres, les 4 vices de tous les cadres du parti, les 4 vices, ou de la corruption qui les menace en chinois fou, ces questions sont plus que des mesures où elles font l'objet de mesures ordinaires de police administrative
et constituent dans le socialisme chinois des outils de gouvernement constitutifs d'un absolutisme conscient du seul danger qui le menace vraiment, c'est-à-dire lui-même. Donc j'insiste vraiment là-dessus, si la lutte contre les vices et la corruption du parti est si importante dans la stratégie d'autorévolution du parti, c'est parce que le parti est conscient que le caractère illimité du pouvoir est vraiment la pire menace, le plus grand danger pour la survie du socialisme à la chinoise. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais j'espère qu'on voit comment l'effort précieux de la réflexion de Jacques Ellul sur l'absolutisme, en distinguant la dictature du totalitarisme, pourrait à la fois être conservé et nuancé pour être appliqué au cas particulier de la Chine socialiste. On voit en tout cas comment cela nous a permis de préciser en quel sens le socialisme à la chinoise est un absolutisme et quel est le piège ou le danger principal qui la menace. J'espère qu'on comprend mieux, après avoir écouté cette capsule, pourquoi un personnage comme Zhao Leji, qui est le numéro 3 du parti, ancien étudiant de philosophie si vous regardez son parcours biographique. Mais enfin, c'est le président de la commission, ou plutôt du comité central pour l'inspection disciplinaire du parti. C'est le président du comité de lutte contre la corruption dans le parti communiste chinois. C'est le numéro 3 de l'État. Mais c'est un philosophe et ce n'est pas un administratif pur, ce n'est pas non plus un militaire. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il fallait aller chercher du côté de la philosophie des arguments susceptibles de nous aider à comprendre ce que peut, dans le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, signifier l'importance capitale qui est donnée à la lutte contre la corruption. Mais nous y reviendrons. Et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.